Bienvenue dans ce nouvel épisode concernant les milieux de sédimentation. Nous allons parler des milieux mixtes ou milieux intermédiaires. Comme leur nom dit, les milieux intermédiaires sont des milieux qui se trouvent entre les milieux continentaux et les milieux océaniques. Ils subissent l'influence des agents d'érosion de transport caractéristiques au continent ainsi que des influences maritimes sous forme d'un équilibre. Et lorsque la balance penche d'un côté ou de l'autre, on aura un milieu intermédiaire différent. C'est ce qu'on verra. Les rivières emmènent avec leur courant des débris, des éboulis, des grains, des sédiments. Lorsqu'elles rencontrent les océans, parfois elles peuvent pousser les débris vers l'océan. Parfois c'est l'inverse. Parfois il y a un banc de sable ou de récifs coralliens qui constitue une limite, une barrière naturelle. Et tout ça se trouve dans les milieux intermédiaires. Il faut aborder aussi la question de la nature de l'eau. Est-ce que l'eau est douce ou elle est salée ou un mélange des deux? Donc commençons par le premier des milieux intermédiaires, j'ai nommé le delta. Donc en résumant les caractéristiques des milieux mixtes, on a des milieux assurant la transition entre l'eau douce continentale et l'eau de mer salée. Il y a des rôles joués par les agents selon l'intensité du courant, que ce soit de la rivière ou de la mer. Les influences physiques peuvent être accompagnées d'une altération chimique des roches, mais les conditions de sédimentation sont surtout influencées par la géographie du milieu. Bien, commençons maintenant par le delta. Je me répète, oui, mais c'est bien parfois de se répéter. Le delta. Le delta, c'est quoi? C'est une embouchure d'un cours d'eau caractérisé par un dépôt massif des alluvions, c'est-à-dire les sédiments apportés par la rivière. Selon les conditions de vitesse finale de dépôt, ils s'agglomèrent et forment un triangle, d'où le nom de delta. Donc, on va voir les étapes de formation d'un delta. En premier lieu, on a un courant fort qui apporte des sédiments et qui les dépose à l'embouchure d'une rivière. Ce courant doit être d'une certaine force et doit être supérieur en intensité au milieu réceptacle qu'est l'océan. Donc, sa poussée est supérieure à celle de l'océan. Ainsi, on a un dépôt successif des alluvions qui se forment et se condensent et se cumulent progressivement jusqu'à ce qu'on ait un delta et on a une formation de certaines petites embouchures du cours d'eau qui permettent au courant d'être en contact avec de l'eau. Les images suivantes montrent une forme très rare de delta. C'est lorsque un delta rencontre un lac. On dit que c'est un delta lacustre. Mais ça nous permet de montrer les mécanismes de formation d'un delta. De toute manière. Voyez le dépôt de silt dans le lac. Le courant de la rivière, lorsqu'il rencontre un lac, pousse le silt progressivement à recouvrir tout le lac. Ce qui aura pour conséquence une altération chimique des roches. Comme vous voyez, le delta se compose de diverses composantes qu'on va étudier, mais il faut se focaliser sur la couleur rouge ou la couleur bleue plutôt du lac, qui indique une altération chimique des roches et des réactions chimiques qui se font à l'intérieur du lac. Donc, on a les composantes d'un delta qu'on peut résumer ainsi. On a la plaine deltaïque, le front du delta et le prodelta. Quelle est la différence entre ces trois composantes? Tout simplement, elles correspondent à une étape de formation d'un delta. C'est le front du delta qui pousse le sédiment vers la zone réceptacle, c'est-à-dire le front des deltas, c'est la limite entre les sédiments emmenés par la rivière et, par exemple, l'océan ou le lac. Il y a le prodelta, c'est-à-dire une zone réceptacle au courant faible, et il y a la plaine deltaïque en contact avec la rivière où se déposent les alluvions. Observez ces vidéos qui démontrent les diverses composantes de ce delta lacustre
qui est un phénomène très rare, observé ici dans l'État de Caroline du Nord, dans les États-Unis. Donc, vérifions la géomorphologie du delta. On a en premier lieu la zone fluviale, où comme tout fleuve, les dépôts sont détritiques, c'est-à-dire des alluvions. On a la zone tidale, c'est-à-dire dans la plaine deltaïque. Les dépôts sont très petits et varient selon les conditions climatiques. Il y a les dépôts du front de delta qui varient selon la nature du fleuve et aussi de l'eau de l'océan. Et on a le dépôt du prodelta qui sont surtout riches en matière organique. Donc les sédiments varient selon leur emplacement dans le delta. Ce qui caractérise ceci, aussi le granoclassement qui peut varier. On a un granoclassement naturel ou normal des fleuves horizontal décroissant, mais on a trouvé dans la plaine deltaïque un granoclassement horizontal croissant, c'est-à-dire les blocs sont en dernier et les sables sont en premier. Ceci est dû à l'intensité du courant. Ainsi, on résume que la nature des sédiments varie selon leur emplacement, la morphologie du delta varie selon la charge des alluvions, donc l'intensité du courant affecte les alluvions. Il peut être aussi que le granoclassement horizontal peut s'inverser. Passons maintenant aux estuaires. Le terme estuaire vient d'un mot latin qui veut dire marais. Donc, ceci implique que l'influence des marais et des océans, par conséquent, est supérieure à celle des influences du continent. En effet, les estuaires sont la partie terminale du fleuve où l'eau de mer peut remonter jusqu'au continent et se mélange d'une manière mixte avec les eaux du fleuve. Ce qui a pour conséquence une présence unique d'éléments biologiques, c'est-à-dire une activité biologique assez riche et diverse, mais due au mélange des deux eaux douces et salées en même temps. Mais l'eau n'apporte pas les sédiments de la mer vers le continent. Loin de là. La forme du fleuve reste évasive. Et l'eau peut remonter jusqu'à des parties très éloignées dans le fleuve. Comme le démontre cette photo aérienne, la partie jaune de l'eau, c'est l'endroit où se mélange l'eau des marais et l'eau du continent. Il est délimité par un tourbillon, comme vous voyez dans la zone maritime, en bleu, qui clignote. Donc les courants de marée montent jusqu'au continent, ce qui permet de délimiter la géomorphologie de l'estuaire, puisqu'on a trois types d'estuaires. On a l'estuaire fluvial, comme le démontre cette photo, c'est la zone douce, où l'eau douce domine, c'est-à-dire le courant de la rivière domine. On a l'estuaire intermédiaire, où il y a un mélange d'eau salée et d'eau douce, et on a l'estuaire marin, là la zone est dominée plutôt par l'eau de mer. D'ailleurs, l'estuaire en général est riche en activité biologique, ce qui indique la présence de boue. Et il est aussi idéal pour établir des ports. Donc la présence biologique implique des sédiments de taille très fine et des boues et de l'argile surtout. Observez, la vidéo démontre un riche milieu environnemental. Ainsi, si jamais l'influence des marées diminue ou le courant continental du fleuve augmente, on aura la formation du delta. Vous voyez dans le triangle vide ici. Donc l'estuaire peut se métamorphoser en delta si jamais les conditions du courant varient. Donc on a comme caractéristique la prédominance des sédiments fins dans un estuaire. Les boues sont présentes, mais il y a aussi les figures de sédimentation marine. Il y a la sédimentation qui dépend surtout des marées, et l'estuaire peut se transformer en delta par ensablement. Bien, passons maintenant au milieu lagunaire. Lagune ou lagon, quelle différence? Il faut d'abord définir c'est quoi un milieu lagunaire. Un milieu lagunaire,
c'est une étendue d'eau peu profonde qui est séparée de la mer par un cordon littoral. Et la nature de ce cordon va déterminer si elle va s'appeler lagune ou lagon. En général, lorsqu'elle est implantée dans le continent et cette étendue d'eau séparée par un cordon de sable fin, on l'appelle lagune. Si elle est séparée par un cordon littoral constitué de récifs coralliens, dans ce cas, elle est appelée lagon. Bref, on peut résumer ce terme en anglais lagoon. Donc, sa caractéristique, c'est un milieu où le courant est très faible, voire quasi inexistant, une eau quasi stagnante. Donc, c'est un milieu qui favorise la sédimentation. Le milieu est aussi célèbre pour être le siège des cités lacustres, comme Venise, par exemple, ou comme la capitale du Nigeria. Donc, ces caractéristiques sont diverses, mais la principale caractéristique, c'est qu'ils favorisent la sédimentation et ils ralentissent les courants. Observez avec nous le lac ou la lagune de Mounion Island dans le sud de la Floride. Les milieux lagunaires les plus célèbres au Maroc restent la lagune de Walidia et la lagune de Nador, célèbre pour son aquaculture, puisque l'eau y est salée. Ainsi, il faut étudier la géostructure de ces milieux lagunaires. On trouve un domaine continental, un domaine supratidal et un domaine intersubtidal qui est submergé par l'eau. Puis on passe directement au domaine marin. On peut voir et observer plusieurs structures sédimentaires diverses et variées, telles que la sabra. Il y a aussi des mangroves qui sont des plantes halophytes qui aiment, c'est-à-dire qui vivent dans de l'eau salée. Il y a les dunes et on peut trouver des récifs coralliens ou un delta tidal dans le bras de sable. Mais le milieu lagunaire est surtout reconnu pour ces types de roches. Les roches formées dans le milieu lagunaire ne sont pas dues à la sédimentation à proprement parler, mais plutôt à l'évaporation, puisqu'il y a une forte altération chimique. Donc, on observe des roches sédimentaires comme le gypse ou le sel anhydrique. D'ailleurs, les marais salants sont souvent considérés comme des milieux lagunaires. Donc, ces roches qui résultent de l'altération chimique due à la précipitation des sels minéraux, puis à l'évaporation qui cimente ces sels minéraux entre eux, on les nomme les évaporites. Observez cet échantillon de gypse. Donc, pour résumer, on a des faibles courants pour les milieux lagunaires, une forte activité chimique, la présence de évaporites et des structures sédimentaires diverses et variées et une faible profondeur. Ainsi, on a terminé les 3 milieux intermédiaires les plus reconnus. Donc, en terminant cette vidéo sur le milieu intermédiaire, on a quasiment terminé les milieux des sédimentations actuelles. Reste la prochaine vidéo qui est une sorte d'épilogue pour déterminer l'importance d'étudier les milieux actuels dans notre démarche afin de tracer une carte paléogéographique d'un bassin sédimentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo.